Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le scrutin présidentiel d'octobre approche à grands pas. Henriette Lagou-Adjoua, candidate en pleine campagne électorale, reviendra dans ce journal sur le bilan du processus de réconciliation nationale mis en place par le président sortant et candidat Alassane Ouattara. Le gouvernement sud-africain a-t-il violé ses engagements internationaux en refusant d'arrêter Omar El-Béchir? La Cour pénale internationale qui a posé cette question à Pretoria n'a pas eu de réponse ce 5 octobre. L'Afrique du Sud a demandé plus de temps pour répondre de la non-arrestation du président soudanais. L'Égypte en quête de relance de son économie, une économie qu'elle tente de dynamiser grâce au tourisme. Et afin d'attirer les touristes et les investisseurs du secteur, une campagne marketing d'envergure sera lancée dès novembre 2015. Mais avant de développer ces titres, enquête sur le putsch du régiment de sécurité présidentielle au Burkina Faso. Le général Gilbert Diendéré a été inculpé pour attentat à la sûreté de l'État. Ce mardi, il a été entendu par un juge d'instruction ce mardi. Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères du président Blaise Compaoré, est comme lui poursuivi pour 11 chefs d'accusation. Et ces derniers sont entre autres accusés de, je cite, collusion avec des forces étrangères pour déstabiliser la sécurité intérieure. Réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, commission dialogue, vérité et réconciliation et programmes ont vu le jour dans le pays ces dernières années. À moins de 3 semaines de l'élection présidentielle du 25 octobre, le bilan de ce processus reste mitigé pour certains. Les précisions d'Idelette Mirabel-Bissou. La réconciliation nationale, un facteur déterminant pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Depuis son accession au pouvoir en 2010, le président Alassane Ouattara multiplie les actions pour unir les Ivoiriens. Plusieurs commissions ont été mises en place, notamment la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, CONARIV. Créée le 24 mars 2015, elle a pour objectif de parachever les travaux de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, créée le 13 juillet 2011. Depuis son lancement en août 2015, la CONARIV travaille à la vérification et à la consolidation des nombreuses listes de victimes. La commission travaille aussi en étroite collaboration avec le Programme national de cohésion sociale, PNCS, chargé d'ordonner l'exécution de l'indemnisation des victimes. Le premier acte fort en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est de réconcilier les Ivoiriens pour qu'il y ait moins de suspicion et qu'en fin de compte, Ivoiriens, non-Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire et toute cette population soit en cohésion. Il y a plusieurs éléments à la réconciliation. Nous avons le retour des exilés, nous avons la libération des prisonniers politiques, et puis nous avons le vivre ensemble, que les Ivoiriens qu'on doit sentir de façon concrète dans la vie de la population. Depuis le lancement du processus d'indemnisation le 4 août 2015, le Programme national de cohésion sociale a donné réparation à 1175 personnes sur 4500 concernées. Le gouvernement a mis sur pied un fonds global de 15 millions d'euros pour les familles. Le 1er octobre 2015, les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont pris d'assaut les rues pour réclamer leur indemnisation. Entre autres raisons évoquées par les manifestants, la question de la scolarisation des enfants et la sécurité sociale. Même si l'indemnisation, une grande première en Côte d'Ivoire, constitue un pas vers la réconciliation, Henriette Lagou, candidate à la présidentielle, estime que d'autres défis restent à relever. Nous avons mis comme priorité un village, une école. Il faut couvrir toute la Côte d'Ivoire. Nous avons 8000 villages. Il faut qu'il y ait des écoles partout, ce qui n'est pas le cas. Nous avons comme projet un village, un dispensaire, pour qu'on puisse soigner la population depuis le village, depuis le monde rural. Nous avons la couverture santé. Et donc, c'est des questions qui sont prioritaires en Afrique. Même si les chiffres montrent que le mandat du président Alassane Ouattara est un succès économique, certains observateurs estiment que beaucoup reste à faire pour une Côte d'Ivoire en paix et unie dans sa diversité sociale et culturelle. Le 25 octobre 2015, les Ivoiriens iront choisir le candidat qui dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Et ajoutons qu'un des candidats s'est retiré pour l'heure de la course à la présidentielle ivoirienne, à seulement 3 jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Ce mardi, Essi Amara, l'ancien ministre des Affaires étrangères et figure du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a annoncé sur les réseaux sociaux la suspension de sa participation et a dénoncé notamment le processus électoral actuel.
L'affaire concernant le président El-Béchir, de nouveau au cœur de l'actualité sud-africaine. Le gouvernement a demandé plus de temps pour répondre de la non-arrestation du président soudanais lors du sommet de l'Union africaine à Johannesburg les 13, 14 et 15 juin 2015. On fait le point tout de suite dans ce sujet de la rédaction. Le mandat d'arrêt émis contre le président soudanais Omar El-Béchir continue de faire débat. Pourquoi l'Afrique du Sud n'a pas arrêté le président soudanais alors qu'il se trouvait sur son territoire? La question polarise en tout cas le débat au sein de la justice pénale internationale. La CPI, Cour pénale internationale, avait donné au gouvernement sud-africain jusqu'à ce lundi 5 octobre à minuit pour répondre à cette question. Invoquant la complexité du droit international et national et souhaitant peaufiner ses arguments, le gouvernement sud-africain a préféré demander un délai supplémentaire afin d'expliquer pourquoi il n'a pas fait arrêter le président soudanais. En réalité, il y a une complexité sur le plan du droit international. L'Afrique du Sud a des accords qui le lient à la CPI, mais l'Afrique du Sud a aussi des accords qui le lient à l'Union africaine. Il s'agit des accords diplomatiques. Et donc, à partir de ce moment-là, la question, c'est de savoir effectivement, lorsqu'il y a conflit entre ces deux accords ou ces désengagements, lequel éventuellement devra avoir primauté. De toutes les façons, l'un des accords devra éventuellement être relégué au second plan. Lors de la visite en Afrique du Sud du président soudanais Omar El-Béchir en juin 2015, un tribunal de Pretoria lui avait interdit de quitter le territoire dans l'attente d'un jugement définitif. Le gouvernement sud-africain n'avait pas tenu compte de cet ordre et l'avait laissé reprendre son avion. Une décision qui, depuis, a provoqué de vives tensions entre le pouvoir exécutif et judiciaire du pays. L'affaire est aussi complexe parce que le gouvernement sud-africain a des problèmes avec les juridictions internes qui lui ont posé la question là-dessus et pour lequel éventuellement il y a un contentieux. Là encore une fois, on peut, pensant qu'il s'agit éventuellement, puisqu'il s'agit d'un pays africain, que c'est l'état de droit qui est en danger, mais je pense qu'il faut vraiment relativiser les choses. Je ne pense pas pour ma part que l'état de droit soit vraiment en danger en Afrique du Sud. Peut-on arrêter un chef d'État qui participe à un sommet de l'Union africaine et qui bénéficie d'une immunité? L'interrogation reste pour l'heure en suspens. L'Afrique du Sud va en attendant saisir le Conseil politique de la CPI pour clarifier les règles concernant l'immunité des chefs d'État qui ne sont pas membres de l'institution. Le sujet pourrait être abordé lors de la prochaine réunion de la Cour en novembre 2015 à La Haye. Zahra Kremi a annoncé lundi 5 octobre avoir présenté sa démission. Le ministre tunisien chargé des relations avec le Parlement a notamment dénoncé le manque de volonté du gouvernement dans la lutte contre la corruption. La décision de ce membre fondateur de Nida Tounes, la première force politique tunisienne, marque une première depuis l'entrée en fonction du cabinet. C'était en février 2015. En Libye, l'accord entre les deux administrations rivales n'est pas encore conclu. En conséquence, les parlementaires de Tobrouk ont ajouté un nouvel amendement leur permettant de prolonger leur mandat allant initialement au 20 octobre 2015, sans pour autant préciser de date limite. Les précisions de Linda Zibi et Arwa Barkala. En Libye, le Parlement de Tobrouk prolonge son mandat qui devait s'achever le 20 octobre 2015. Un mandat étendu ce lundi 5 octobre jusqu'à ce que la Chambre des représentants puisse remettre ses pouvoirs à un nouvel organe législatif dûment élu. Une prolongation des parlementaires reconnue par la communauté internationale qui fait suite à un amendement de la déclaration constitutionnelle libyenne. La Chambre des représentants de Tobrouk a amendé la déclaration constitutionnelle pour prolonger son mandat afin d'éviter un vide au pays. Pour le moment, le camp de Tripoli n'a pas fait part de sa réaction, mais pour certains observateurs, cette décision de prolonger le mandat des élus de Tobrouk pourrait constituer un frein aux négociations entre les deux camps rivaux. Dans la déclaration constitutionnelle, le Parlement ne veut pas prolonger son mandat sans aller faire un référendum. Ils ont prolongé ça par un simple communication de la part du Parlement. Ça ne sert pas grand-chose au vide juridique parce que ça sera considéré illégal. Le dialogue interlibyen a repris ce lundi 5 octobre dans la ville marocaine de Skirat. Sous l'égide des Nations Unies, ces pourparlers ont pour objectif d'aboutir à la création d'un gouvernement d'union nationale. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye est plongée dans une crise politique et sécuritaire sans précédent.
L'activité touristique continue de tourner au ralenti en Égypte. Pourtant, depuis le soulèvement populaire de 2011, les autorités en charge du tourisme s'efforcent de relancer l'activité touristique. Et parmi les mesures, notamment le lancement d'une campagne de marketing lancée en novembre 2015. Les précisions de Birama Saounera et Oumou Kalsoumba. Touchée par des années de troubles politiques, l'industrie du tourisme en Égypte s'attend à une croissance modérée en 2015. Le gouvernement espère accueillir près de 10 millions de touristes cette année. De janvier jusqu'à fin août, la hausse a été très faible, à peine 5%. En 2014, nous avons terminé l'année avec 9,5 millions de touristes. Mais je pense que si nous poursuivons sur ce même rythme, les chiffres pourraient passer à 10 millions, voire 11 millions de visiteurs. Nous espérons donc augmenter considérablement ces chiffres. Le secteur du tourisme constitue une manne importante pour l'économie égyptienne. Il a été durement touché par les événements qui ont secoué le pays depuis 2011. Environ 6,6 millions de touristes ont visité le pays depuis le début de l'année 2015. La relance de cette activité constitue aujourd'hui une priorité pour les autorités égyptiennes. Si nous parlons de priorité, il faut prendre en compte le flux touristique. Par exemple, quoique le tourisme dans le désert soit important, le meilleur chiffre était de 350 000 visiteurs sur toute une année. Mais pendant ce temps, rien que Sharm el-Sheikh a pu accueillir plus de 4 millions de touristes dans le même intervalle de temps. Le gouvernement égyptien s'attend à ce que les recettes du tourisme se situent autour de 7,5 et 8 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2015. Le gouvernement prévoit une croissance à 2 chiffres du nombre de touristes et des recettes en 2016. Le pays va relancer une campagne de publicité mondiale en novembre 2015. Objectif, attirer les touristes et les investisseurs locaux et internationaux. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.